Bonsoir. Alors ce soir, en effet, cette séance va être un peu particulière dans la mesure où il va y avoir vraiment une espèce de tentative de passerelle entre la science dure, et l'imaginaire, les émotions que cette science peut susciter. Alors je voudrais tout de suite donner la parole à Mathieu Gounel, puisque vraiment c'est vous qui avez suscité cette tentative de faire parler les artistes et la science. Alors vous êtes astrophysicien, vous êtes spécialiste de météorites et vous vous intéressez beaucoup à la formation du système solaire, des planètes. Et donc vous êtes aussi le commissaire scientifique de cette exposition qui, je dois le dire, je viens de la visiter, est magnifique. Alors vraiment, elle est faite pour susciter l'imaginaire. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, d'ores et déjà, nous dire en quoi votre métier de scientifique consiste? Qu'est-ce que c'est que votre quotidien de scientifique? Et en deuxième partie, qu'est-ce qui vous a donné envie de préparer cette exposition qui vous a demandé un long travail? Oui, merci Marie-Odile. Un long travail collectif, hein, et évidemment, il y a de très très nombreuses personnes qui ont travaillé sur l'exposition. Pardon, de très nombreuses personnes qui ont travaillé sur l'exposition tout autant que moi. Mon quotidien de scientifique, justement, je pense une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de quotidien, mais en revanche, ça consiste à aller chercher des météorites dans les déserts ou dans les collections des musées et à les étudier avec différents instruments sophistiqués. Pourquoi les météorites? Parce que les météorites sont des pierres très anciennes qui nous viennent de très très loin. Ce sont des vestiges de notre système solaire. Et donc elles nous permettent quelque chose d'unique que ne permet aucune roche terrestre, c'est de nous plonger dans le passé. Donc tout de suite, avec les météorites, on est face à un vertige en profondeur du temps, on est face à la profondeur de l'espace, et on peut essayer de répondre à des questions assez fondamentales sur la formation de notre système solaire, comment s'est formé le Soleil, et sur la construction des planètes. Et on peut également se projeter en dehors de notre système solaire en observant d'autres systèmes planétaires en train de se former autour de jeunes étoiles et essayer de répondre à cette question assez essentielle. Est-ce que les mécanismes qui ont donné lieu à notre système solaire sont uniques, sont banaux ou sont des mécanismes universels? Donc c'est un peu en ça que consiste ce métier, et finalement ça consiste à raconter une histoire. À partir des météorites, on raconte une histoire qui est la nôtre. Il se trouve là qu'il y a quelques jours, je reviens du désert de l'Atacama, où on va chercher tous les ans des météorites. Et donc c'est un lieu très propice effectivement à la recherche d'échantillons extraterrestres, tout simplement parce que c'est un endroit très très sec, donc les météorites qui tombent se conservent, mais c'est aussi un lieu très propice à la méditation et à la rêverie. Et l'activité de recherche des météorites est en elle-même une activité très méditative et très poétique, puisque ça consiste à marcher et à avoir le regard en alerte pour voir des pierres à nul autre pareil, que le cerveau, presque par magie, reconnaît immédiatement comme étant des pierres extraterrestres lorsque l'œil se pose dessus. Et donc ça me permet de faire un peu un lien avec cette dimension poétique et de rêverie, et je pense que cette dimension est intrinsèque aux météorites. C'est peut-être pour ça que depuis longtemps je m'intéresse à ces objets, puisqu'elles portent en elles une dimension poétique très forte, pas seulement une dimension scientifique, et il m'a semblé essentiel, depuis la proposition, l'élaboration même du concept d'exposition, essentiel de rendre compte de cette dimension de poétique et de cette dimension de rêverie dans l'exposition. Et la présence d'œuvres d'art a été un des moyens très forts de renouveler le mystère suscité par les météorites. Donc l'idée, c'est que dans l'exposition, à la fois les météorites, qu'on dévoile ce que peuvent nous raconter les météorites de notre histoire, mais dans le même temps qu'elles ne perdent pas leur mystère. C'est une façon de renouveler le mystère. Quand vous êtes face à une météorite que vous découvrez dans le désert d'Atacama, qui est à près de 3000 mètres d'altitude,
très proche d'un ciel d'une pureté exceptionnelle, donc très proche des étoiles. À quoi vous pensez? À quoi vous rêvez? Qu'est-ce que ça vous pose comme question? Il y a plusieurs moments qui sont différents. Il y a le moment de la recherche elle-même. Donc là, c'est vraiment un moment, disons, de divagation. Je compare souvent l'état dans lequel on doit se plonger, ou en tout cas dans lequel je me plonge lorsque je cherche des météorites, à celui de l'attention flottante ou de l'attention vague des psychanalystes. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être là, être présent, et puis en même temps être suffisamment loin pour que l'élément important surgisse. Donc c'est exactement pour moi cet état d'attention flottante. Et par ailleurs, le moment de la trouvaille, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre, je pense. Le moment où c'est évident, on l'a vu, c'est une météorite. C'est très rare qu'on doute finalement. Et de très nombreuses fois, on se baisse pour ramasser une pierre, vérifier qu'il s'agit d'une météorite. Et dans ces cas-là, ça n'en est presque jamais. C'est assez étrange, on sait. Dans le désert d'Atacama, vous en découvrez plusieurs. Elles sont toutes de même nature? Non, enfin, on trouve essentiellement des chondrites, qui sont les météorites les plus abondantes. Et ensuite, on trouve toute une diversité de pierres, de types de météorites. Et c'est là où vous commencez à vous raconter des histoires différentes pour chaque météorite. Ensuite, on rentre, on les analyse, et effectivement, chaque météorite potentiellement peut raconter une histoire nouvelle, peut apporter des éléments nouveaux sur notre compréhension du système solaire. Donc à un moment donné, vous avez eu envie de partager tout ça, vos connaissances scientifiques et aussi peut-être les émotions très fortes que votre métier suscite en vous, en faisant une exposition. Comment ça vous est venu? Oui, je pense que c'est une des forces du muséum, d'à la fois abriter des activités scientifiques très poussées et de permettre de les partager avec le public. Je suis très attaché à cette dimension-là de partage à l'établissement, et donc ça me semblait tout à fait naturel et indispensable. C'est assez rapidement, ça s'est imposé assez rapidement comme un besoin que de mettre en scène ces objets. Mmh. D'accord. J'ai envie d'en savoir un peu plus, mais d'accord. Alors, vous êtes entouré de deux historiens d'art. C'est vous qui les avez invités, donc je vais vous demander de les présenter. Et pourquoi vous les avez invités, et puis leur donner la parole, faire mon boulot en fait. Vous ne m'en aviez pas prévenu, mais j'ai essayé de m'en tirer. C'est vous qui avez la carte du blanche. Mieux, que faut assumer. Donc je vais commencer par Emmanuelle Lequeux, qui est à ma droite, qui est effectivement historienne d'art, critique d'art, journaliste, qui écrit pour Le Monde, Beaux-Arts Magazine. Et on s'est rencontrés en diverses occasions, et j'étais intéressé d'avoir son regard à elle sur les météorites, sur les pratiques artistiques qui s'y intéressent, et au-delà de ça, sur toutes ces pratiques artistiques qui creusent des problématiques que l'on peut retrouver dans les météorites ou dans l'astrophysique. Et puis, à ma gauche, Mathieu Poirier, qui est aussi historien d'art et commissaire d'exposition. Donc, vous me corrigerez si j'oublie des choses. Et alors, la rencontre avec Mathieu était plus récente, et elle est passée par une artiste, Vera Pagava. Donc, l'an dernier, tandis que je préparais cette exposition météorite, j'ai reçu un mail d'une galerie qui annonçait une exposition s'intitulant Corps céleste. Évidemment, ça m'a parlé, ça m'a interloqué. Je suis allé voir cette exposition, qui était une exposition d'une peintre qui s'appelle Vera Pagava, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été subjugué, enfin, vraiment enchanté. Je ne me suis pas évanoui, mais presque, en voyant ces toiles dans la galerie. Non, vraiment, ça a été un choc esthétique très très fort. J'ai tout de suite voulu qu'elles soient présentes dans l'exposition du muséum, d'autant qu'il y avait des pièces qui portaient des titres en lien
avec les pierres tombées du ciel. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai... Donc, Mathieu Poirier était le commissaire de cette exposition qui était organisée dans 3 galeries parisiennes. Et donc, j'ai contacté pour savoir ce qu'il en pensait de l'opportunité d'exposer Verapagava ici. Et puis aussi pour... Voilà, enfin, j'avais été tellement frappé pour en savoir plus sur cette peintre. Alors, on va peut-être demander à Emmanuelle Lequeux de nous dire comment elle se sent dans ce milieu, dans ce haut lieu scientifique, en tant qu'historienne de l'art, et pourquoi vous avez accepté, semble-t-il, avec très bonne humeur, l'invitation de Mathieu Gounel. Bien que je me sente dans mes petits souliers, mais ça c'est un autre problème. Non, je trouve que Mathieu déjà a toujours fait un très beau travail, à la fois comme scientifique, que je peux admirer juste comme simple kidam, parce que je suis vraiment pas spécialiste, mais aussi comme curieux des arts. Et il a vraiment touché du doigt une réalité qu'on sent dans les arts plastiques depuis une bonne décennie, qu'on ne peut pas dater bien sûr de manière très précise, mais qui a un intérêt, vraiment un regain d'intérêt très fort de la part des plasticiens pour tout ce qui est de l'ordre, du cosmique. Ça peut aller aussi bien d'un intérêt vers des pratiques paranormales qui sont de l'ordre de l'hypnose, etc. Mais il y a un vrai intérêt aussi pour ce qui est de l'ordre de, non pas de l'irrationnel, mais de ce qui dépasse en fait notre raison, c'est-à-dire ce qui dépasse le concevable. Et on peut remarquer effectivement que beaucoup d'artistes s'intéressent à la fois à toute la dimension cosmique, aux planètes, etc., et aux météorites en particulier. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène qui est très troublant et que résume assez bien, je trouve, une pièce d'Évariste Richer, qui est un artiste qui est dans l'exposition avec une très belle pièce, mais il y a une autre pièce de lui qui est plus récente, qui est magnifique. Je vais essayer de vous décrire, parce qu'on n'a pas trouvé d'image, qui est sur un tout petit plateau de bois. En fait, il a posé un fossile de tympan de baleine, en lien avec une petite éprouvette de verre qu'il fait chauffer et qui se dirige vers une toute petite météorite qui est elle également posée en suspens. Ça fait une espèce de succession de 3 objets comme ça. Et quand on allume la flamme, au bout d'un certain temps, l'éprouvette de verre se met à sonner un la. Et on a l'impression que c'est comme s'il mettait à une dimension domestique, à notre écoute, complètement intime, une dimension complètement incommensurable de cet espace-temps qu'on a vraiment du mal en tant qu'être humain à envisager. Et donc, j'avoue que j'avais peu réfléchi à la question avant d'être invitée, mais en essayant de réfléchir au fil de l'exposition, je me suis dit que si les artistes aimaient tant se saisir de ces pierres si singulières, c'est parce qu'on avait l'impression de pouvoir saisir quelque chose qui est de l'ordre de l'inconcevable. Et ces notions d'infini, d'année-lumière, d'espace-temps, qui nous sont tellement difficiles en tant que non-scientifiques à appréhender, par le sensible, on pouvait y avoir un petit peu accès. Donc après, on pourra évoquer, je pense que je vais laisser bientôt la parole à Mathieu, mais il y a différentes pratiques. Il y a des choses qui sont de l'ordre davantage du scénario catastrophe qu'utilisent les artistes, la météorite dans sa soudaineté, dans la catastrophe qu'elle produit sur le monde, qu'on voit dans la toile de Laurent Grasso, où cette météorite est comme en suspens, comme en instance de catastrophe, mais on ne sait pas ce qu'il est advenu, ce qui pourrait advenir, avec un côté en plus un brouillage des temps incroyable, puisque il la situe dans une toile de la Renaissance, faite aujourd'hui. Donc il y a une espèce là aussi de brouillage de notre rapport au temps, comme quand on regarde les étoiles, on ne sait plus exactement quand est-ce qu'elles ont disparu, etc. Enfin, il y a cette notion d'année-lumière qui est assez forte. Et puis, elle peut être aussi utilisée comme signal. Par exemple, il y a Sigmar Polke, qui est un très grand peintre allemand qui est disparu récemment, qui a plusieurs fois utilisé la météorite dans son œuvre, alors soit sous forme de poussière, mais lui, c'était vraiment le côté alchimiste qui l'intéressait, c'est-à-dire qu'il s'intéressait vraiment à la fusion, à la transformation de la matière. Je pense que la météorite, en tant que telle aussi, elle cristallise cette notion de métamorphose. Et elle peut presque servir aussi de parabole à l'acte créatif en ce sens-là. Il y a une très belle toile, un ensemble de toiles de Polke qui appartient à la Fondation Vuitton, qu'ils ont montré à l'ouverture, qui s'appelle Cloud Paintings, qui est une série de 4 toiles des sérigraphies
très abstraite. C'est une espèce de nuage jaune, des très grandes toiles très immersives qui peuvent évoquer la notion d'infini et qui sont toutes concentrées autour d'une météorite qui est posée sur un petit socle au cœur de cette salle, donc en général carrée, et qui magnifie encore la force magnétique en fait de ces toiles. Et qui aussi, je pense, de la part de Paul Queux, une manière de nous rappeler que un rapport à l'art, un rapport à la peinture, c'est un rapport à la fois physique et métaphysique. Donc il y a une espèce de vertige en fait qui nous donne à appréhender par le corps, par le regard, et aussi par la présence de cette pierre qui condense en fait tant de questions. Alors j'ai quand même une question encore à vous poser avant de donner la parole à Mathieu Poirier. Vous dites que depuis quelques années, effectivement, les artistes sont très inspirés par tout ce qui nous vient de nos connaissances sur le cosmos. Est-ce que vous, à travers les artistes, ça vous a donné envie aussi de visiter ce cosmos, alors d'un point de vue scientifique, disons? J'ai qu'un rêve, c'est d'aller à Atacama, ce serait déjà un premier, ce serait déjà un premier contact charnel avec le ciel. Ouais. Mais c'est vrai que Atacama est d'ailleurs une source d'inspiration aussi pour beaucoup de plasticiens, de cinéastes. On connaît le sublime documentaire de Patricio Guzman, La nostalgie de la lumière, qui sera projeté ici. C'est un des plus beaux films que j'ai vus. Extraordinaire. Et qui a lui-même inspiré d'autres vidéastes qui sont allés sur ses traces, avec des films qui sont un petit peu moins réussis, mais c'est sûr qu'il y a vraiment cette présence magnétique, ce désert dans tout ce qui symbolise d'approche du ciel et de notion d'infini a beaucoup passionné les artistes. Donc moi j'aimerais bien y aller aussi, bien sûr. Bon, alors il y a rendez-vous. Mathieu, moi je veux aller au désert d'Atacama. On fait un convoi. On va faire un convoi. On fait un bus. On peut faire un bus. Alors Mathieu Poirier, je vais poser la même question que celle que j'ai posée à Emmanuel. Qu'est-ce que vous faites ici? Il y avait de la lumière, je suis passé, je suis entré. Non, peut-être. Mathieu nous a déjà un peu expliqué qu'effectivement, il vous a rencontré à l'occasion d'une exposition d'une artiste. Effectivement, ce qui m'avait intéressé chez cette artiste Vera Pagava, georgienne, en l'occurrence totalement oubliée, c'était précisément son rapport à la cosmogonie, au fond. Comment une artiste strictement abstraite pouvait, au fond, faire ressurgir un imaginaire a priori écarté de ce langage de l'abstraction. Et évidemment, c'était aussi une redécouverte de trouver des tableaux, finalement, à une période... Elle commence vraiment à s'abstraire en 59-60. Avant, elle est plutôt côté nature morte, mais une nature morte, finalement, très, très épurée, très simplifiée. Déjà, on voit que chaque forme est réduite à l'essentiel. Et tout doucement, à mesure qu'elle va gagner le régime de l'abstraction, donc de la non-figuration, elle va, au fond, doter ces objets de propriétés spatiales, au fond. C'est ce qui m'avait poussé à trouver ce titre pour l'exposition, Corps Céleste. Alors évidemment, c'était pour séduire Mathieu Gounel et le faire venir dans l'exposition. Non, blague à part, il fallait, au fond, qualifier cet univers de forme qui n'était plus lié finalement au régime visuel quotidien, banal, terrestre au fond. Et il y a d'ailleurs en creux toute une histoire de l'art abstrait au XXe siècle qui peut être comprise au fond comme une échappée à la gravité, une échappée au quotidien, une échappée à ce qu'au fond l'œil est à même de nous offrir du réel. C'est peu de choses, je parle devant un scientifique, on sait bien aussi que rien que pour ce qui est du spectre du visible, il est extrêmement réduit par rapport au spectre lumineux. Si je traçais une ligne qui fait la largeur de ce bureau, ce que nous sommes capables de capter finalement du spectre lumineux se résumerait à 1 centimètre au fond. Et il y a donc dans toute la genèse de l'art abstrait une obsession finalement du macroscopique
mais aussi du microscopique. Là, en l'occurrence, c'est plus le... non, je dirais que pour même les météorites, ce sont les deux aspects qui intéressent. On est à la fois dans une considération de l'infiniment grand et une observation extrêmement précise, moléculaire presque, hein, de ces objets. Donc, par exemple, là, juste un autre exemple, ils abondent, hein, mais je travaille en ce moment sur une autre exposition et un livre qui va être publié sur Hans Hartung. Hans Hartung est un grand artiste abstrait du XXe siècle, un des pionniers de cette histoire. Il faut savoir que sa plus grande passion, celle qui a précédé la peinture, c'était l'astronomie. Et on peut considérer même que toute son œuvre, qui est fondée comme ça sur une gestuelle très forte, c'était un des maîtres de l'expressionnisme abstrait, de l'abstraction lyrique, de l'art informel, du tachisme même. Au fond, il y a quelque chose d'une résonance cosmogonique dans son travail. Et j'irais même jusqu'à dire que les tracés comme ça réalisés à la main, sur papier ou sur toile, reprennent au fond des traînées lumineuses. Hein. Il y a quelque chose dans ces nuées aussi chromatiques de particulièrement atmosphérique, mais pas une atmosphère réellement terrestre au fond. Hein. On est encore une fois dans des corps célestes, ou peut-être plus que ça, des paysages aériens, atmosphériques, et au fond des paysages d'événements. Il se passe toujours quelque chose. Ce qui m'intéressait aussi chez Pagava, c'était à contrario, moi qui suis plutôt un spécialiste du cinétisme, au fond, un spécialiste du mouvement, c'était précisément une forme de stase chez Pagava. Quelque part, dans cette pierre dans le désert, on sent bien que des choses se sont passées. Quelque chose a été déposé là. Quelqu'un comme un autre artiste fondateur du groupe Zéro en 1957, l'artiste Heinz Mack, a été dans le désert et a déposé des plaques de métal réfléchissantes dans le désert pour précisément relier le ciel au soleil, enfin comment dire, le sol au soleil, la terre au ciel. Et on retrouve ici quelque chose de extrêmement ralenti, presque pacifié de ce rapport dynamique, cinétique. Je trouvais justement Pagava avait dans cette course effrénée de l'univers, de cette mutation constante, hein, comme disait Tinguely, la seule chose de stable dans l'univers, c'est le mouvement. On retrouvait dans ces tableaux une forme de ralentissement, de pétrification de phénomènes. Voilà, une météorite, si j'ai bien compris, quelque chose d'extrêmement vivant qui est devenu extrêmement solide, hein, presque, enfin, d'une résistance absolue. Hein. Je pense à ces grandes météorites qu'on est incapable de présenter, qu'on ne peut pas découper. Enfin, c'est un matériau qui résiste au fond à l'action de l'homme. Voilà. Donc bref, il y a toute une histoire à lire à travers tout ça, que ce soit de Pagava ou même plein d'artistes de l'exposition, hein, qu'ils soient abstraits ou non. Encore une fois, l'abstraction, c'est pas forcément un résultat, c'est un processus où on part du réel pour aller vers une forme finalement qui en est le plus possible détachée. Et pourquoi pas parler évidemment d'espace et donc de météorites à ce moment-là. C'est en l'occurrence de cette façon-là que j'ai compris l'invitation. Enfin, moi je voudrais quand même demander à Mathieu Gounel pourquoi vous avez été subjugué par cette toile. Moi, je vois un carré avec... Est-ce vraiment un carré? Oui, je vois... Franchement, heureusement que c'est marqué Pierre dans le désert, parce que... Ça pourrait être Paul dans le désert. Ça pourrait être, oui. Non, excusez-moi, je le fais exprès. Hein. J'avais bien compris. Pas vous heurter. Les mots sont importants. Donc, cette œuvre a un titre éloquent, c'est pas pour rien. Moi, j'ai vu cette pierre dans le désert exactement, enfin, d'une façon très proche de la façon dont je vois les météorites dans le désert d'Atacama. J'ai vu l'horizon, j'ai vu cette espèce de coupure entre le ciel et la terre, de lignes imaginaires qui la coupent, que notre regard voit. Et au milieu de cette ligne imaginaire, une forme dense, une forme complexe, qui n'est pas vraiment un carré, qui n'est pas vraiment un trapèze, qu'on ne saurait pas nommer. Et j'ai vu le mystère de la pierre, de la pierre qui attend qu'on la trouve, et une certaine temporalité aussi. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que cette pierre qu'elle a peinte, elle est là depuis longtemps.
Elle est là depuis longtemps. On peut peut-être rebondir. Ah pardon, vas-y Emmanuel. Non, je voulais juste dire, ce qui est très beau, je trouve, dans ta démarche, c'est que pour nous, les météorites sont vraiment peut-être les pièces les plus mystérieuses qui puissent nous être données de voir. Mais toi, comme tu les connais dans ton quotidien et que tu les appréhendes de manière très précise, on a l'impression que tu as besoin des artistes pour ajouter du mystère. Je trouve ça très beau, cette idée de rajouter du mystère à ces choses qui, pour nous, semblent les plus mystérieuses qui soient imaginables. Et que ça soit grâce à une toile qui, effectivement, a l'air très simple. Hein, c'est une ligne d'horizon, que ça fonctionne. Ouais, c'est ça le mystère. Je trouve ça très fort. Ouais. C'est ça le mystère, ouais. Mathieu, vous vouliez... Non, je voulais justement parler de ce carré qui n'en est pas vraiment un, en fait, d'une tension comme ça entre cet objet qui semble avoir été là depuis toujours, qui est peut-être tombé, qui est peut-être finalement est apparu avec l'érosion du sol, le sable qui s'en va. Voilà, il y a plusieurs lectures possibles, et aussi il y avait cette tension entre, au fond, un objet naturel et l'artefact. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que c'est un des grands axes de l'exposition, faire résonner cet objet on ne peut plus naturel, mais dans lequel, je ne sais pas, j'ai vu plusieurs météorites, j'ai l'impression qu'elles ont été façonnées, qu'on voit les traces de doigts, ça pourrait être de la glaise, un bronze fait à partir d'une glaise qui a été triturée comme ça. D'ailleurs, on aurait pu trouver une image de ça. C'est Ugo Rondinone qui avait fait des nuages, lui, avec des morceaux de glaise tout simplement tripatouillés dans tous les sens. Ça ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ça. Alors pour le coup, c'était des nuages, encore une fois. C'est le sens qu'il glissait finalement dans le cartel. Mais ça ressemblait énormément à ce qui est là. Donc il y a une tension permanente. Comme ce n'est pas un carré, si c'était un carré absolument régulier, on pourrait suspecter son artificialité, justement. Là, il n'est pas totalement. En fait, il y a cette tension comme ça entre le naturel et l'artificiel. Il y a quand même quelque chose qui me surprend. Ce carré a l'air d'être une feuille de papier. Or, une pierre, je ne sens pas le poids de la pierre, si vous voulez. Mais justement, et ça me gêne. Si c'était une artiste figurative, elle aurait peint avec précision une photo de Pierre dans le désert avec tous les accidents. Non, mais sentir le poids. Moi, justement, c'est la légèreté peut-être qui compte davantage. Oui, une forme de lévitation, effectivement, des formes à la fois statiques et en même temps en lévitation. Peut-être. Oui, peut-être. Et de fait, pour rebondir, je pense que c'était important pour moi dans le choix des artistes qui exposaient, d'exposer des artistes comme Vera Pagava, effectivement, qui sont d'une espèce de légèreté, de quelque chose d'assez évanescent, et puis peut-être d'autres travaux qui sont davantage emparés de la météorite en tant que matériau et en tant qu'objet pesant. Et donc je pense à la pièce de Simon Boudvin qui est là, je crois. Voilà. Là, il y a plutôt donc ça joue sur cette idée à la fois de nature et d'artifice, puisqu'on part de la météorite objet naturel qui a été fondu et remoulé. Là, on dirait un lingot d'or. Remoulé aux dimensions d'une brique. Et donc il y a à la fois cette tension entre naturalité et artificialité, et puis cette dimension, effectivement, ce lien avec la gravité qui est immédiatement fait, en contrepoint d'ailleurs avec la pièce de Laurent Grasso, où là c'est plutôt cette espèce d'apesanteur de la météorite qui est mise en avant. Donc on est toujours finalement dans cette de toute façon, dans l'espace, c'est vrai que c'est l'apesanteur, quoi. Une pierre, elle n'a pas de poids. Alors, je pense que les pierres qui circulent dans l'espace, en tout cas, c'est les pierres qui circulent dans le système solaire, elles sont quand même soumises à la gravité, ne serait-ce que du Soleil. Et oui, si elles pèsent, tout pèse. Mais pour revenir peut-être à cette question du trouble que tu
évoqué, Mathieu, qui est très intéressante, entre l'impression d'objets presque manufacturés, hein, qu'on voit aussi avec cette pièce de Boudevin. Je voulais parler 2 secondes d'une artiste qui est assez passionnante, qui s'appelle Cathy Patterson, qui est une Britannique, qui travaille beaucoup sur le lien entre l'homme et le cosmos. Hein. Elle a déjà envoyé, par exemple, des sonates de Beethoven sur la Lune pour écouter la métamorphose de leur retour, du voyage de retour, comment elles étaient métamorphosées par ce voyage. Elle a découvert l'idée d'infini, de vastitude dans le désert islandais. Et donc elle a travaillé notamment avec une météorite de Campo del Cielo, qui est un des plus grands champs de météorites au monde, hein, Mathieu, si j'ai bien compris, en Argentine, qu'elle a acheté, qu'elle a découpé, dont elle a analysé un petit peu les lignes les figures de Wittmann-Stetten. Voilà. Et qu'elle a ensuite fondu. Donc elle est allée dans une fonte de l'East London, elle a fait complètement fondre la météorite qui était 92% je crois en métal, et elle l'a ensuite, elle l'avait auparavant moulée, elle l'avait fait avec un processus traditionnel de fonte à la cire perdue, et elle l'a remoulée exactement à l'identique. Mais avec la météorite avait perdu toutes ses traces donc de lignes de et elle était devenue un objet complètement humain, fabriqué par l'homme. Et ensuite, elle ne s'est pas arrêtée là. C'était dans le cadre des JO. Elle était invitée, je ne sais plus quelle manifestation. Elle a décidé de la renvoyer dans l'espace. Donc, elle a utilisé un satellite qui s'appelle Georges Lemaitre, je crois, du nom d'un des grands... C'est possible, un cosmologiste du début du siècle. Qui a renvoyé cette météorite faite main, en fait, dans le ciel. Et donc, elle est retombée à nouveau, une deuxième fois, sur Terre. Alors ça, je n'ai pas de précision exactement sur le lieu de la chute, etc. Mais elle est tombée. Et j'ai lu une interview en travaillant un peu sur le sujet de quelqu'un de la NASA qui disait que ça avait l'air d'être un geste très simple, etc. Mais que pour lui, en fait, c'était une manière magnifique de communiquer avec l'univers. Et c'est un petit peu, on revient un petit peu à ce qu'on disait au début sur l'idée de saisir cet inconcevable. Et de s'en laisser saisir, avec cette idée de saisissement et de... une idée d'échange, de dialogue et tout ça. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous aimeriez poser ? Non, vous n'avez pas de questions. Alors... C'est vrai qu'on est un petit peu dans la poésie du cosmos. J'ai pas vu s'il y avait des mains levées. Oui. Oui, là-bas, il y a une madame. Je suis contente que la personne... Je n'aime pas, mais je n'apprécie pas le côté manufacturé des choses qu'on nous représente. On ne montre pas suffisamment le trajet et le travail à la fois du temps et de l'espace. Et je suis rassurée par l'idée de ce dialogue à rebours qu'a fait la dernière artiste. Et je me demandais si on pourrait tout simplement narguer le ciel, si on peut dire, et le haut et le bas, rester entre deux et présenter une météorite au bout d'un... toute simple, mais pas du tout élaguée, comme elle doit, comme elle nous apparaît, en haut d'un gratte-ciel, ou en haut de quelque chose, justement, où on gratte le ciel sans rien pouvoir en sortir avec une espèce de prétention, ça nous tombe sur la tête, et on essaie d'aller plus haut que ça. Et je trouve que le fait d'avoir les deux... Voilà, comment je verrais les choses, je ne sais pas. Ça permettrait peut-être de donner des idées à certains artistes, hein, s'ils nous écoutent. Bah oui. Non, mais je crois, vous avez saisi l'idée du... À mon sens, pour moi, le météorite, c'est cette espèce de corps intermédiaire, au fond. Hein. Certes, il est arrivé sur Terre, il s'est écrasé ici, mais au fond, l'immense majorité de son existence, ce qu'on disait tout à l'heure, s'est déroulée...
dans le ciel, en fait, finalement très loin de l'homme, loin de sa main. Et il a fini sa course ici, et tout à coup, il nous est accessible, manipulable presque. Mais c'est au fond un élément de liaison, au fond, hein, et je me demande toujours comment rendre compte de son caractère mobile, au fond, inné. C'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est pas un satellite, c'est l'inverse d'un satellite. C'est quelque chose qui est en déplacement permanent et qui, par accident, finalement, hein, s'est écrasé et a stoppé sa chute. Donc l'exposition en parle un peu aussi, oui. Ouais. Non, il y a un artiste qui ironise par rapport à ça, qui est Chris Burdon, qui a une de ses dernières pièces, je pense qu'on l'a, qui a acheté une météorite sur Internet. Il l'a surtout acheté parce qu'en fait, c'était la plus grosse météorite qu'il ait jamais vue en vente sur eBay. Et il était très surpris parce qu'elle faisait 200 kilos et elle était elle était transport gratuit, donc il l'a acheté sans du tout savoir ce qu'il allait en faire, et finalement il l'a mise en équilibre sur une espèce de balance avec une Porsche 914, je crois, jaune. Avec cette ironie, ce côté satellitaire de la révolution permanente, à la fois de l'objet complètement inatteignable et de l'objet de consommation pure, sachant que tous les deux sont faits plus ou moins du même métal. J'imagine qu'il a aussi du fer, c'est ça. Ouais. Voilà, du fer. Et que c'est aussi l'idée de la métamorphose de la météorite en Porsche. Mais c'est assez ironique, mais voilà, il y en a en mouvement aussi dans les œuvres d'art. C'est ironique, mais moi j'aime bien ce rappeler que tout ce qu'on a, ça a été fabriqué dans le cosmos. Les atomes, tout ça, ça vient des étoiles, ça vient de ça. C'est magnifique, la relation. Et c'est mobile, je crois, cette pièce. C'est non, mobile, c'est en révolution permanente. La voiture et la météorite tournent, en fait. Sachant on parlait d'imaginaire cosmogonique, Burdon a fait de nombreuses sculptures suspendues, sorte de micro-planètes avec des rails, des chemins de fer, une sorte de micro-univers comme ça, avec un diamètre de 2-3 mètres à chaque fois. Il y a cette vraie poésie. Et puis surtout, pour les détails, c'est pas une Porsche totalement inaccessible, c'était une Porsche qui était motorisée par Volkswagen. Qui était vraiment au prix d'une grosse Volkswagen à l'époque. C'était la Porsche du pauvre, d'une certaine manière, entre guillemets. Et, mais tu parlais d'accessibilité. C'est pas si inaccessible que ça. En tout cas, à l'époque, c'était vendu vraiment très très bon marché. D'ailleurs, la météorite qui était inaccessible pour moi. Oui, mais c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport entre les deux. Voilà, ça peut être un peu... Oui, de fait, je pense que ce qui est assez étrange, c'est qu'à la fois ces météorites viennent d'ailleurs, sont faites d'une certaine façon d'une autre matière, et pourtant elles sont faites aussi de la même matière. Elles sont aussi faites des mêmes atomes qui font la Terre. Elles sont faites du même bois. Donc il y a aussi ce vertige d'à la fois ce lointain, ce différent, et qui est pourtant le même. Donc je pense que là, il y a aussi un trouble, il y a une espèce d'ambiguïté des météorites qui sont tout de même rien d'autre que des pierres. Et d'ailleurs, assez souvent, l'idée qu'on peut se faire des météorites est assez fausse. On se fait une autre idée des météorites de ce qu'elles sont. Et il y a une œuvre d'art de l'exposition qui joue un petit peu, je trouve, sur cette ambiguïté. Qu'est-ce que c'est que l'idée d'une météorite? Qu'est-ce que c'est qu'une météorite? Et qui, en fabriquant de fausses météorites, pose cette question du même et de l'autre. Qu'est-ce que c'est une belle météorite pour vous? Une belle météorite? Oui. Est-ce qu'il y a des météorites plus belles que d'autres pour le scientifique que vous êtes? Belle météorite, oui, il y a des météorites que je trouve plus belles et que d'autres trouvent plus belles. Certes, probablement les météorites de fer, ce sont celles qui affirment finalement de façon le plus évidente leur étrangeté. Je pense que c'est ça la beauté qu'on perçoit. Ouais. Après, ce ne sont pas nécessairement les météorites les plus intéressantes scientifiquement, mais il y a des météorites qui affirment leur nature extraterrestre plus que d'autres. Et effectivement qu'on peut révéler
via ces figures de Widmanstätten dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Je trouve que ce que vous venez de dire, on le voit bien dans l'exposition. Ces différentes météorites qui sont esthétiquement peut-être plus grand public, je dirais, et puis les autres qui sont scientifiquement vraiment plus intéressantes, quoi, peut-être. Oui, en anglais, on dirait qu'il y en a certaines qui sont plus appealing, plus attractives, plus attractives que d'autres. On peut aussi parler de la façon dont elles sont présentées, à la fois dont elles sont travaillées, en coupe, en moitié. Il y a tout aussi un souci de rendre visible, au fond, leur intériorité, leur constitution. Voilà, il y a les objets, il y a les pierres brutes d'une certaine manière, hein, et puis après il y a toute la manière de les révéler au fond, hein, notamment les pièces qui contiennent beaucoup de métal en fer, là, qui sont polies comme des miroirs. Bon, il y a plein d'actions manuelles, non pas. Alors il y a les artistes qui jouent là-dessus, mais il y a aussi tout simplement les gens qui vont, les scientifiques, qui vont chercher à en présenter les propriétés en amplifiant certains de leurs aspects. Le polissage en est un. Hein. On va les polir comme des bronzes pour montrer à quel point ces surfaces réfléchissantes, ça devient presque liquide, comme des miroirs. Pareil dans la présentation, ces lames que l'on présente, on les présente comme des tableaux sur des murs. J'en ai même vu une qui était rétro-éclairée pour rendre sensible son aspect vitreux et ses couleurs, au fond, hein, qui seraient restées opaques sur un fond sombre. Voilà, il y a mille et une, enfin dans l'exposition, il y a mille et un dispositifs au fond pour rendre tout ça, mais qui vont influer sur la nature même de ce que c'est et de notre perception de la météorite, justement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on voulait à la fois montrer ce que les météorites avaient dans le ventre, et avaient dans le ventre scientifiquement, sans mentir, et puis aussi c'est une exposition, donc il fallait que ce soit visuel, que ça parle, que ce soit attractif, et je pense en tout cas, on a essayé de jouer sur des alternances entre intérieur, extérieur, surface brute et surface travaillée, parce qu'on retombe encore une fois sur cette question de la naturalité, de l'artificialité, qui est finalement présente en permanence dans les météorites, et je pense que ça se retrouve dans toute l'exposition. Et il y a effectivement un artiste qui a joué sur cette notion de miroir. C'est une image toute simple, une photographie c'est la photographie d'une météorite polie et qui réfléchit les nuages qui passent dans le ciel. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Est-ce qu'il y a encore... Bonsoir. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, c'est un commentaire. Je vous écoute attentivement et me vient en tête le mot imaginaire, parce qu'on est dans un lieu de science, ça nous a pas échappé. Muséum d'histoire naturelle, et donc ça raconte aussi des histoires naturelles. Et c'est des questions qui nous viennent souvent en tête quand on travaille dans cet endroit. C'est comment essayer de corréler des aspects strictement scientifiques, donc des données, avec un monde imaginaire, avec une poétique. Et je m'adresse à Mathieu et à Emmanuel. Est-ce qu'il serait possible, c'est peut-être une question très difficile, mais de tracer une ligne entre chacun des artistes abordés et d'essayer de dire en quoi, quel est leur imaginaire, qu'est-ce qu'ils cherchent à développer à travers leur travail relié aux météorites. C'est une question assez ample, mais est-ce qu'il y a un fil commun entre ces différents travaux? Quel est d'après ce que vous en savez, Cathy Patterson, Pratchett, Pinton, qu'est-ce qui définirait leur attirance commune pour l'objet peut-être simplement de la météorite? Il y a quelques artistes ici présents aussi dans la salle, donc est-ce que ça m'intéresserait d'en savoir plus? Et aussi par ailleurs sur le désert de l'Atacama en lui-même, qui est un objet fabuleux en termes de poétique et d'imaginaire aussi. C'est pas vraiment une question, hein, c'est un commentaire.
Alors c'est difficile parce que chaque artiste a sa singularité, hein, météorite ou pas, donc c'est difficile de tracer des grandes lignes, mais je pense que c'est des questions qu'on a un petit peu abordées. Je pense qu'il y a cette idée de saisie, de saisissement de l'inconcevable, hein, qui intéresse beaucoup des artistes ici. Il y a tout l'imaginaire du scénario catastrophe qu'on a peu développé, mais quand même la météorite la plus célèbre dans le milieu de l'art contemporain, c'est une météorite qui est tombée sur le pape Jean-Paul II, qui a été lancée par Maurizio Cattelan, voilà celle-là, qui est quand même la météorite la plus scandaleuse de l'histoire de l'art, on va quand même dire un mot. Donc il y a quand même cette notion voilà, de deux catastrophes advenues ou à advenir qui travaillent au corps un petit peu l'imaginaire de certains artistes, comme Laurent Grasso, qui est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur la notion de paranoïa, de menace, etc. Ou une autre artiste comme Cornelia Parker, qui n'est pas dans l'exposition, dont je crois qu'on a une image qui elle, s'est servie d'un petit bout de météorite assez anodine qu'elle a fait chauffer et dont elle a brûlé, dont elle s'est servie pour brûler des parties de la carte de Londres, et des parties souvent très emblématiques, hein, comme Buckingham Palace ou le Parlement. Donc là, avec quelque chose qui est de l'ordre de la dystopie, en fait. Donc c'est un des instruments pour les artistes de scénarios dystopiques, qui sont ces scénarios de la contre-utopie qui sont aussi très en vogue depuis quelque temps. Et puis il y a ce rapport, oui, qu'on évoquait à l'idée d'alchimie. La météorite, c'est vraiment une cristallisation aussi de 1000 phénomènes, de 1000 temps, de 1000 espaces, et qui condense. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de densité, d'ailleurs, qu'on appréhende très bien dans l'expo, parce qu'on peut sous-peser, enfin il y a ce jeu, hein, on peut peser certaines pierres et essayer de tester très sensuellement, hein, la densité de la matière. Et cette densité, elle est à la fois très physique et elle est aussi très symbolique. Donc il y a vraiment une charge qui est de l'ordre de la charge magnétique, sur laquelle aussi, je pense, travaillent beaucoup les artistes. Je vais juste dire quelque chose très rapidement avant peut-être de proposer aux 2-3 artistes que je vois dans la salle s'exprimer sur cette question s'ils en ont envie. Ce qui est très frappant pour moi, c'est que les météorites sont très peu présents dans l'iconographie, enfin dans l'art occidental, jusqu'à l'époque contemporaine. Et je pense que d'une certaine façon, et ça montre comment fonctionne l'imaginaire, c'est-à-dire pour qu'on puisse s'en emparer, pour qu'elles puissent parler, pour qu'elles aient toutes ces choses à raconter, finalement il faut avoir la perception, il faut avoir la conscience de leur étrangeté et de leur éloignement. Donc, c'est-à-dire, c'est seulement à partir du moment où on a compris de quoi il s'agissait, finalement, qu'elles deviennent intéressantes pour l'imaginaire dans toutes ses dimensions. Et ça montre comment finalement il n'y a peut-être qu'un seul imaginaire que les hommes partagent et qui s'exprime de façon différente, à qui on peut donner des noms, hein, mais qui a un mystère qui est commun à tous. J'ai l'impression aussi qu'on pourrait considérer que la météorite est une des nouvelles formes comme ça, qui pourrait alimenter encore davantage l'imaginaire des artistes, précisément pour ces artistes en quête d'une sorte de forme primitive au fond. Hein. C'est aussi une grande histoire de l'art du XXe siècle que la quête du primitivisme, c'est-à-dire la forme la plus simple possible, la plus et au fond la plus puissante en termes de potentiel, de symbolique, archaïque. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est ce qui explique aussi le retour à l'utilisation de la technologie, de la science, de la connaissance la plus pointue du réel, et en même temps un retour au primitivisme. Hein. Évidemment, toute une partie de la modernité qui s'est construite sur la simplification autant que sur la complexification du réel. Hein. Souvent, quand je vois les météorites, je pense à ce fameux complexe, la simplicity, oui, simplicity. Au fond, on a quelque chose d'incroyablement basique, primaire, et d'une complexité ahurissante, extraterrestre presque.
Mais il y a une autre œuvre d'Évariste Richer qu'on a déjà évoquée qui s'appelle La palette du diable et qui est assez symptomatique de cette question-là, qui est simplement un fragment de météorite qui a été découpé et qui, je ne sais pas si tu connais l'histoire, Mathieu, est-ce que c'est naturellement ou pas? Enfin, en tout cas, c'est naturel. C'est naturel, Ouais, oui. et il apparaît qu'elle ressemble vraiment à une palette de peintre dont l'artiste s'empare et qui est en une simple photo une manière pour lui de nous dire voilà comment avec les outils traditionnels de l'artiste, comment essayer de partager, de rendre sensible vis-à-vis de mes interlocuteurs, des regardeurs, ces questions de l'incommensurable et comment, voilà, à travers cet objet qui est finalement très domestique, je peux aborder des choses qui sont vraiment de l'ordre de la métaphysique. Et quand on le regarde de plus près, la palette elle-même fait tableau. C'est-à-dire que ces motifs géométriques au nom exotique, au fond qui apparaissent suite à un très long refroidissement, c'est ça, sont totalement uniques et forment d'une certaine manière un tableau qui rejoint notamment toute l'histoire de l'abstraction des années 50 en fait. On parlait de Vera da Silva tout à l'heure, Roger Bissière, enfin bref, il y a plein d'artistes totalement oubliés qui ont travaillé sur ces entrelacs de gris très complexes que l'on retrouve à la surface refroidi de ce métal. Et donc ça fait tableau, voilà exactement. Et ça fait tableau, et évidemment l'artiste, non sans malice, en fait une palette. La palette sur laquelle normalement on trouve évidemment les couleurs qui vont permettre la naissance du tableau. Tous ces allers-retours, au fond, se font par une opération aussi simple que complexe, qui est l'utilisation de cette surface en une palette. Alors que personne ne l'a dessinée pour être une palette, elle est là de façon presque naturelle, quoique elle a quand même été coupée et polie, encore une fois. Non, pas encore polie. Et il va la détourner. C'est un rapport au ready-made, donc à l'objet préexistant, En fait, qui va gagner du sens dans son détournement. Ouais. Indépassable, en fait. Oui, dont la perfection est à l'air finalement. On se dit que quelqu'un a gravé tous ces éléments, alors que non. Voilà. Alors, faut imaginer aussi que Vieira da Silva s'est intéressé au phénomène géologique. Alors, peut-être pas spécifiquement les météorites, mais en tout cas, parce que c'est quoi la météorite? C'est un phénomène, non pas géologique, ce qui serait un contresens, parce que géo c'est la Terre, mais en tout cas, il y a un phénomène physique, au fond, dont les traces sont visibles et singulières, hautement singulières. Et qu'est-ce que c'est l'histoire? L'art, c'est la recherche, au fond, d'une forme de singularité. Moi, tout à l'heure, vous demandiez quelle est la plus belle météorite. Moi, j'avais envie de répondre à votre place. C'est la plus singulière. C'est la plus remarquable pour précisément l'histoire nouvelle qu'elle peut nous raconter. Allez-y. Bonsoir. Merci. En fait, c'était pour rebondir sur la question précédente. Parce qu'on parle beaucoup de la météorite comme un élément étranger, extraterrestre, qui nous renvoie à l'infini, qui renvoie à l'alchimie. Mais concrètement, la météorite, elle perd aussi énormément de sa masse, donc ça renvoie aussi à la perte, à l'arrachement, à un manque. Est-ce que c'est une thématique qui est explorée par des artistes à votre connaissance? Le fait qu'elle elle perd rentre dans de la l'atmosphère. matière quand elle rentre dans l'atmosphère. Pas à ma connaissance, mais... Vous êtes artiste vous-même? Non. Non, mais c'est une très juste remarque, en tout cas. On peut dire que Cathy Paterson, quand elles font cette météorite, accentue encore cette perte, par son appropriation d'artiste. La perte est à son absolu. Sinon, je ne vois pas vraiment d'artiste. On peut peut-être considérer que c'est un principe même de la sculpture, un principe fondateur de la sculpture, que la perte de matière. C'est Léonard de Vinci qui opposait la peinture à la sculpture en disant que la peinture résultait d'un processus de per via di porre, c'est-à-dire par voie d'ajout, tandis que la sculpture résultait d'un processus per via di levare, par voie d'enlèvement. Et qu'au fond, on faisait surgir, par exemple, un buste d'un bloc de pierre inanimé, on faisait surgir la forme en retirant de la matière. C'est-à-dire que cette perte de matière, au fond, est peut-être une des meilleures définitions de la sculpture classique, du moins.
Donc c'est peut-être pas dans l'époque contemporaine qu'on pourrait trouver des exemples pour illustrer votre idée, mais peut-être à une conception pré-20e siècle de la sculpture. Et même si des artistes ne travaillent pas stricto sensu sur cette notion de perte, je pense que c'est ce qui les fascine dans ces pierres-là, c'est justement qu'elles sont l'aboutissement d'un infini processus de perte. Cette charge-là est effectivement très certainement présente dans la plupart de leurs esprits. Elles ne nous ont gardé d'une certaine manière pour notre contemplation que le noyau dur finalement d'une matière peut-être plus friable, moins la quintessence. Oui, on est une recherche essentialiste au fond de la forme. On a ça. Mathieu, vous aviez proposé aux artistes que vous reconnaissez dans la salle de s'exprimer. Je ne veux pas les embarrasser, c'est uniquement s'ils veulent répondre à la question qui leur a été posée d'une certaine façon. Donc j'en vois au moins 2 qui sont présents, qui exposent l'exposition, Simon Boudvin et Alexandra Roussopoulos. Et je crois qu'il y a une 3e artiste qui n'est pas dans l'exposition, mais dont je connais au moins un dessin sur un cratère d'impact, Catherine Corbasson, qui est très beau. Donc, voilà, s'ils veulent prendre la parole. Simon, on va mettre ton image peut-être. Je veux bien prendre la parole, mais quelle était la question? Autour de la notion de perte, le fait que... Non, c'était la question de Benoît. Benoît, il avait... Là, il n'y a pas de perte pour le coup, c'est la totalité. Si vous n'avez rien à dire, il ne faut pas vous forcer. Benoît Hiquet avait posé une question très générale qui s'adressait avant tout aux artistes. Qu'est-ce que les artistes voient dans les météorites et qui fait qu'ils s'en saisissent? Oui, c'est une sculpture c'est une sculpture de l'espace. En fait, c'est l'unique pièce que j'ai faite. Pardon, c'est l'unique pièce que j'ai faite avec une météorite. Moi, je m'intéresse à l'origine davantage aux briques. Je collectionne les briques. Mais je ne suis pas le seul. Le British Museum a 3000 briques dans ses collections. On trouve des briques gravées par Lucie Murien, des briques... On trouve de nombreuses briques dans les musées. Je collectionne aussi les briques et c'est ce qui m'intéressait à l'origine. Et l'histoire des matériaux les matériaux dans l'histoire de la construction, donc aussi l'histoire... de l'asphalte, de différents matériaux. Donc j'ai dû m'intéresser à la géologie, revisiter des lieux d'extraction de matériaux, de pierres, etc., pour retracer cette petite contre-histoire de la construction par la matière. Et parmi ma collection de briques, en effet, c'était lors d'une exposition à Noisy-le-Sec, donc en 2006, j'ai cherché pour cette collection une brique qui serait la plus extraordinaire et la plus extraterrestre, puisque une brique, en fait, ce qui m'intéressait sur la brique, c'est que c'est vraiment un fragment d'argile que le maçon tient dans la main gauche sans lâcher la truelle de la main droite. Ça a été créé aux 4 coins du monde simultanément. Les Chinois n'ont pas inventé la brique, les Mexicains n'ont pas inventé la brique. Et il y a à la fois, c'est l'objet le plus banal, terrestre. Le plus terrestre, oui, c'est la terre des agriculteurs qui passe par les fours de l'industrie et qui projette toute la géométrie euclidienne et c'est le début des projets, la pose de la première pierre, etc. Ça projette vraiment un espace artificiel, voilà. Et donc c'est comme ça qu'est arrivée cette idée d'employer une matière extraterrestre, qui est, je crois, la seule matière extraterrestre, si on ne croit pas à d'autres êtres extraterrestres. D'ailleurs, on parle de briques élémentaires, il me semble. Est-ce que la vie serait arrivée sur Terre grâce aux météorites ? Je sais pas, c'est une question que je alors, suis de pas fait, sûre. C'est une métaphore qui est souvent utilisée. On dit souvent que les météorites sont les briques de la vie. Moi, j'aime beaucoup les briques également, comme Simon Boudvin, mais je trouve que la métaphore est un peu inexacte parce qu'on trouve dans les météorites des molécules organiques, comme les acides aminés, mais de ces molécules à la vie, il y a très loin. Donc c'est un raccourci un peu de dire quand même, à mon sens, que les météorites portent les briques du vivant. Mais
mais il y a certains aspects de la question de l'émergence de la vie plutôt que de l'origine que l'on peut essayer auquel on peut essayer de répondre en utilisant les météorites. On peut peut-être aussi parler, peut-être pour donner la parole à Caroline, donc, qui vient de l'apprendre, on peut peut-être parler finalement de l'action sur la Terre de ces météorites, au fond, et de l'action sculpturale presque, où elles vont modifier un corps existant, et en l'occurrence, c'est, j'imagine, ce qui avait provoqué l'arrivée de cette illustration, c'était justement le cratère, qui est une forme de sculpture. C'est comme il y a le marteau et le burin sur la pierre, et puis il y a l'action de la météorite sur pour le coup, la Terre, notre Terre. Donc c'est qu'est-ce qui, au fond, Caroline, peut-être, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette œuvre, au fond Il y a l'idée de la mémoire, parce que les météorites portent une histoire, elles viennent de très loin, et elles laissent aussi parfois des traces, et elles viennent marquer un paysage. Donc ici, on a une sorte de négatif, de paysage qui a été accidenté par cet impact. Et ce qui m'intéressait dans ce paysage, c'est qu'il existe réellement sur Terre, mais quand on le voit, il a quelque chose de très lunaire, enfin on ne peut pas vraiment le situer. Et je l'ai dessiné en noir et blanc avec du charbon, qui est aussi une matière très élémentaire, en différents fragments, comme un peu une imagerie satellitaire, comme un paysage très lointain d'une autre planète. Et donc c'est Météor Cratère, c'est un des plus grands cratères terrestres. Voilà. Moi, ce qui m'a marqué, notamment après avoir vu tous ces météorites, c'était leur couleur. La plupart sont noirs, la dominante est noire. Enfin, c'était vraiment Et justement, il y a peut-être une résonance avec le médium utilisé, qui est plus virulent, là, pour le coup, mais il y a une sorte de correspondance aussi de couleurs, de non-couleurs, plutôt. C'est globalement noir, c'est étonnant. Alors, l'extérieur des météorites est presque toujours noir, puisque lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère, elles s'embrasent et il y a une fine pellicule fondue qui se forme autour de la météorite et qui se fige pour donner ce qu'on appelle, une fois la météorite refroidie au sol, la croûte de fusion. Donc effectivement, à l'état, disons, naturel, avant qu'elles ne soient fragmentées, elles sont noires. Ceci étant, dans l'espace, elles n'ont pas cette croûte-là. Elles ont des couleurs de pierre. Donc certaines sont grises, certaines sont vertes. Il y a quand même une certaine gamme, mais c'est toujours dans une tonalité assez neutre, c'est vrai. Oui, fusain, graphite, voilà, c'est les résultats d'une fusion, enfin quand même pas une fusion, mais du feu au fond. Ouais. Mais l'absence de couleur crée aussi cette difficulté à dater les choses, je trouve. En tout cas, il y a une atemporalité qui, tout d'un coup, on ne sait pas à quelle époque ça a pu être fait. Enfin, ce dessin, il aurait pu être... voilà, ça enlève de l'information. Comme une grisaille, oui. Pour parler des œuvres anciennes faites justement avec une seule couleur, au fond, au gris. On diminue le nombre d'informations chromatiques pour se concentrer sur la forme aussi, peut-être. Mathieu Gounel, quand vous regardez au microscope justement l'intériorité d'une météorite, j'imagine que vous avez beaucoup de couleurs. Ça dépend avec quel microscope vous le regardez. Donc il y a des microscopes dits électroniques pour lesquels il n'y a aucune couleur. Les images sont en noir et blanc. Et il y a effectivement d'autres microscopes, des microscopes dits optiques, qui font apparaître des couleurs, qui sont souvent très très belles. Qui composent d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai une image, qui peuvent composer des tableaux abstraits. J'avais présenté ça l'an dernier dans une exposition à la galerie épisodique où j'avais mis en regard une toile je ne crois pas malheureusement que je l'ai mise, une toile de Polyakov avec une image au microscope optique d'une météorite. Et ça racontait des choses très très proches. Et il y avait tout un jeu de couleurs. Oui. On peut faire surgir ce jeu de couleurs des météorites
au moyen d'une préparation un peu sophistiquée. Il faut vraiment les couper de façon très très fine pour pouvoir faire apparaître ces couleurs. Donc on pourrait dire qu'à l'intérieur des météorites, au cœur des météorites, il y a de la couleur cachée. Mathieu, vous aviez parlé d'un troisième artiste ici présent? Alors justement, non. Est-ce qu'il y a encore dans cette salle un artiste qui va encore prendre la parole? Non, mais je crois qu'elle ne veut pas. A priori, non. N'assistons pas. On a dit qu'on voulait. En tout cas, voilà, peut-être une image au fond de son travail, à défaut de ces mots, où l'on voit justement un des axes principaux de l'exposition, qui est quand même cette tension entre faits naturels et artefacts artificiels, c'est-à-dire sous l'action de l'homme. Ici, justement, tout consiste tout repose sur l'indistinction relative entre l'artefact et l'objet naturel, entre la météorite et la sculpture, avec évidemment un clin d'œil assez appuyé à Dürer aussi, me semble-t-il, au fond, le fameux monolithe de Dürer, au fond. Dans quelle mesure la géométrie n'est-elle pas le meilleur témoin de l'action de l'homme sur la nature? Ça rejoint à ce que vous disiez tout à l'heure. Et de fait, tout se recoupe un peu, parce qu'il semblerait que la forme géométrique qui est présente dans le Mélancolia de Dürer ait été inspirée par la chute de la météorite d'Ensisheim. Donc, en 1492, Dürer a assisté à une chute de météorite extrêmement violente, et il y a beaucoup de témoignages de cette chute de météorite qui raconte que la météorite avait la forme d'un delta, et il est possible que le polyèdre représenté dans Dürer, dans Mélancolia, évoque cette météorite, tout comme probablement le phénomène lumineux sous l'arc-en-ciel est probablement une réminiscence du météore observé par Dürer en 1492. Et ça l'a probablement beaucoup frappé, puisque dans la gravure de gauche, le sabbat des sorciers... Oui, c'est le sabbat des sorcières. On voit la sorcière qui avance à rebours sur la chèvre. Ça, c'est un thème classique de l'iconographie, mais qui est en train de recevoir des pierres tombées du ciel. Donc ça, c'était ça. En revanche, c'est complètement insolite, je crois, dans l'iconographie de la Renaissance, avec les petits poutis. C'est cette partie-là que je préfère, que je trouve extrêmement mystérieuse, qui sont les petits anges qui ramassent les météorites. Que vont-ils en faire? Dans le désert de l'Atacama. Je ne sais pas, voilà, exactement. Nous avions de lointains prédécesseurs qui étaient les poutres. Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y. Je voulais réagir à ce que disait Mathieu. Parce que moi, ça me fait toujours plaisir quand on m'emprunte une œuvre dans une exposition qui ne soit pas une exposition d'art contemporain, et où elle est... non pas réduite, mais élevée à un statut de document. Et comme il y a dans l'exposition des gravures anciennes, des fragments de texte qui témoignent du passage de météorites, je sais pas, des photographies de journalistes. Et là, vous décrivez la gravure de Dürer comme aussi un document dans lesquels vous lisez des données historiques ou scientifiques que moi je ne connaissais pas. Et voilà, donc j'avais peut-être une petite question par rapport à ça. Comment vous identifiez dans les œuvres contemporaines? Est-ce que vous les considérez aussi pour cette qualité documentaire? Je ne dirais pas vraiment documentaire. Non, pour moi, ce sont vraiment je les ai montrés quand même. Enfin, je les ai montrés comme des œuvres d'art. Ça fait vraiment aucun doute. En revanche, il était important pour moi de montrer disons, des objets, au sens vraiment le plus neutre du terme, appartenant à des catégories tout à fait différentes, et de les montrer, disons, habités par le même désir. C'est-à-dire, pour moi, c'était tout aussi important, évidemment, de montrer des météorites, qui sont le sujet de l'exposition, mais que de montrer des œuvres d'art, de montrer des pièces qui sont des représentations iconographiques, les premières représentations iconographiques des météorites, de montrer des vieux livres qui parlaient à des météorites. Et
c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a un imaginaire et je voulais que toutes les formes de l'imaginaire se retrouvent dans cette exposition et dialoguent ensemble, et sans que l'une l'emporte sur l'autre, et que l'on puisse circuler en permanence dans toutes ces formes de l'imaginaire et de la réalisation humaine, et qui en permanence se mêlent avec les choses de la nature. Et c'est ça. Et l'art fait un passage assez évident, puisque cette question de la nature et de l'artifice est sans cesse finalement revisitée par les artistes. Il y a une question là. Allez-y, madame. Je me demandais justement à propos du rapprochement. D'abord, une question toute simple de sémantique, mais je ne sais pas bien. Quelle différence y a-t-il entre la météorite et le météore? Est-ce qu'elle perd de la substance en devenant météorite? J'ai toujours envie de dire le météorite. Et pourquoi cette faute? Alors, deux choses. Ce n'est pas une faute, puisque le ou la météorite est un des rares mots de la langue française qui admet deux genres. Donc vous pouvez dire un météorite, exactement, donc c'est un mot parfait, donc utilisez-le utilisez le genre que vous préférez. L'usage est plutôt féminin désormais, mais dans les dictionnaires, la forme masculine est toujours attestée. Pour ce qui est de la différence entre météore et météorite, effectivement, elle existe, elle est très simple. Un météore, c'est le phénomène lumineux, tout simplement. Donc c'est le phénomène lumineux causé par l'entrée de la pierre dans l'atmosphère. Et la météorite, c'est la pierre une fois qu'elle est au sol en tant que pierre. D'accord, merci monsieur. Elle n'est pas météorite quand elle se déplace, c'est ça? Non, alors même si on veut rentrer dans les subtilités, quand elle est dans l'espace, on parle de météoroïde. La pierre dans l'espace, c'est le météoroïde. Elle crée, quand elle rentre dans l'atmosphère et qu'elle s'embrase, un météore. Et une fois au sol, on parle d'une météorite. Ah, bah ça, alors, je ne savais pas tout ça. Hein. C'est parce que vous n'avez pas vu l'exposition. Je réalise mes âneries. Si, j'ai vu l'exposition, mais... J'entendais cette semaine parler un entomologiste qui disait combien la perfection et le miniaturisme des insectes lui faisait penser aux étoiles. Faisait tout de suite lui faisait faire ce mouvement non seulement des yeux, mais de lévitation et de l'âme jusque là-haut. Et vice-versa. Et je me demandais, en voyant tout à l'heure la météorite de l'artiste qui a brûlé sur la carte de Londres certains endroits spécifiques, j'ai pensé tout de suite, à cause du côté brûlé de l'atmosphère, de l'entrée de l'atmosphère, à une truffe, Melanosporum, notre belle truffe. Et je trouve qu'il est resté longtemps, dont les rhizomes et la présence, pour un artiste, dont les rhizomes pourraient figurer les différents trajets entre la Terre et le ciel, bien que ça ne soit pas des trajets hémisphériques, et que c'est une situation terre à terre, et je trouve qu'il y a un énorme compagnonnage entre le rhizome et qui fait que la truffe, qui était mystérieuse, est devenue tout à fait réelle. On connaît le mécanisme de sa formation, et justement, je trouve que j'ai tout de suite pensé à ce côté terre à terre et ciel à ciel. Et enfin, il y a un dialogue, je trouve, très important, alors que l'un se mange des yeux et l'autre se mange tout court. Vous êtes artiste, madame? Pas du tout. Vous n'êtes pas poète? Non, mais je trouve que c'est une vision assez juste, parce que je vais pas refaire Michel Foucault, les mots et les choses, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu un savoir jusqu'à la fin du Moyen-Âge qui était justement un savoir qui avait cette capacité à faire le lien entre le microcosme et le macrocosme, à reconnaître par exemple dans les grains de beauté d'un corps, les constellations du ciel, et à faire des rapports incessants, qui est un savoir qui a été rompu par justement l'arrivée de la science avec la Renaissance et tout le développement qu'on sait, et qui est justement un savoir que Foucault a donc vraiment étudié dans Les mots et les choses, et que les artistes se réapproprient. Que
en période, là on va tomber dans les grandes généralités, mais quand même, en période de grand doute, d'idéologie, où ces connaissances nous semblent parfois vaines ou inutiles, il y a quand même un retour à cette pensée qui est une pensée archaïque, mais au sens très noble du terme, et qu'encore une fois, Patricio Guzmán, donc le réalisateur de documentaire qu'on a évoqué tout à l'heure, travaille un peu au cœur dans ses films, parce que lui aussi fait le lien, quand il tourne dans le désert d'Atacama, il fait le lien entre ces femmes qui recherchent encore les corps des hommes disparus qui ont été jetés dans ce désert par la dictature de Pinochet. Il y a encore aujourd'hui des familles qui vont rechercher les tout petits bouts d'ossements qu'ils pourraient retrouver pour donner une sépulture à leurs morts. Et cette recherche en parallèle qui s'effectue donc dans les observatoires et qui regarde ce qui se passe à des années-lumière. Il fait vraiment ce va-et-vient comme il fait dans son film suivant, dont je me souviens plus le nom, mais où il travaille autour de l'imaginaire des Indiens de Patagonie, qui sont des Indiens qui se peignaient le corps de motifs blancs qui évoquent vraiment les cieux, les constellations. Et où il fait tout un travail justement sur la nécessité de se relier au cosmos et ces savoirs ancestraux de ces peuplades de Patagone qui ont été complètement anéantis par la colonisation et qui, pour le faire très rapidement, sont des savoirs qui travaillent quand même les artistes aujourd'hui. Enfin, ça serait à eux de répondre, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un retour à cette conscience de l'avant-science. On le fait vite, parce que c'est un peu compliqué. C'est quand même, ce que cette dame nous raconte, c'est quand même de l'imaginaire à l'état pur, quoi. C'est vraiment... Merci, madame. Oui, monsieur. Oui, justement, l'imaginaire, bonsoir. Et d'abord, bravo pour cette exposition, et pour la partie scientifique. Et à monsieur, excusez-moi, parce que j'ai un peu de mal avec la voix, pardon. Et parce que, effectivement, créer cette rencontre quand on vient de la science comme vous, avec l'art, c'est assez rare. Mais j'invite en même temps tout le monde à s'intéresser un petit peu plus à la science, parce que c'est aussi le moyen de développer un imaginaire. Donc c'est une question en fait d'échange, de rencontre, tout cela, et d'observation. Voilà. Et sans compter que la science elle-même a sa part de fiction. Bon, elle est nécessaire. Un seul exemple qui intéresse monsieur, c'est par exemple la création de la sphère céleste, qui est une fiction pure. Je ne me trompe pas, dans le sens où on prend comme point de départ la Terre, qui est un point fixe et qui ne bouge pas. Voilà, et tout tourne autour. Voilà, ce qui nous permet, entre autres observations et de définition, de créer, pu créer, définir l'heure tel que le temps, tel qu'il se déroule aujourd'hui et tel qu'après on l'a fixé depuis le 19e siècle. Donc, enfin, tout s'enchaîne, se rencontre et dialogue, et parfois même avec la science à partir de points fictifs qui sont nécessaires. Donc ils sont parfois nécessaires, mais l'imaginaire lui-même est nécessaire à tous. Je veux dire, je pense que beaucoup de scientifiques, aujourd'hui comme par le passé, développent un travail souvent, et même je pense d'abord par rapport à un imaginaire, qui n'est pas forcément uniquement ce qu'ils ont appris, mais comment appliquer ou réfléchir différemment pour arriver à quelque chose d'autre, quoi. Enfin, voilà. Bien, bravo encore pour cette expo. Voilà. Merci. C'est la fin. On aurait continué comme ça. Merci infiniment aux deux Mathieu. Et merci infiniment Emmanuel Lequeux. On peut les applaudir.